Bonjour Julie, Bonjour Marc. ravi de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est braconnage, on va parler de cette loi sur la maltraitance des animaux, et puis on va parler de tout ce que tu fais en Afrique, notamment on va parler de canned hunting, c'est-à-dire cette chasse en boîte. Canne en anglais, c'est la boîte de conserve, donc c'est ces gens qui payent très cher, ou justement, toi tu m'as expliqué tout à l'heure quand on préparait que des fois ils payent même pas trop cher pour aller flinguer des lions et se faire plaisir dans des espèces d'enclos. C'est ça le canned hunting. Hugo Clément en avait parlé dans un de ses Sur le front, et il t'avait d'ailleurs même sollicité, et tu nous raconteras pourquoi tu avais refusé d'apparaître dans cette émission. Tout d'abord, comme d'habitude dans Combat, je voudrais te présenter. Tu t'appelles Julie Lannes. Tu es né à Paris, m'as-tu dit. Tu as un peu vécu en Belgique, et sans doute dans beaucoup d'autres pays, tu nous diras ça. Tu es marié, sans enfant, voilà pour te présenter extrêmement brièvement. Première question, toute douce, d'où vient ce nom Lannes, L-A-S-N-E? Est-ce que tu connais l'étymologie de ton nom? Il est apparemment d'origine normande, d'après ce que mon père m'a dit. Voilà, c'est tout ce que j'en sais et je n'ai pas été très proche de mon père, donc je n'ai pas fait de recherche au-delà. Je voulais adopter le nom de ma mère. Ah, mais on peut faire des recherches sur son nom sans demander à son père, mais d'accord. Mais en tout cas, on ne saura pas l'étymologie de ce nom, on le cherchera plus tard. Donc Julie, c'est peu de dire que tu es passionnée par les animaux. Apparemment, ta mère en était extrêmement ébahie. Pas ébahie, elle en était plutôt consternée, elle ne comprenait pas que déjà bébé et déjà petite fille, je sois obsédée, comme elle l'écrit dans mon carnet de naissance, par les animaux. Ah, elle a écrit ça dans ton carnet de naissance? Ah oui, c'est drôle. Et donc tu me disais aussi, quand tu étais enfant, ta passion se traduisait comment? Tu ôtais les ailes des mouches. Bah, pas du tout. Non. En Belgique, on est formé, on a les ONG qui viennent dans les écoles pour nous ouvrir un petit peu à la protection animale. Et donc, on avait eu le WWF et j'ai commencé à militer à l'âge de 6-7 ans pour les pandas en expliquant aux gens ce qui se passait avec les pandas, leur disparition et leurs menaces. Donc tu dévorais des livres, des encyclopédies sur les animaux, comme moi, tu avais sans doute la vie privée des animaux. J'avais tout et j'avais une grande bibliothèque de mon beau-père avec toute la panoplie de Cousteau, tout ce qui était sur le monde des animaux et c'est ce que mon grand-père m'a offert depuis petite. Toujours est-il que tu t'es orienté vers des études d'architecture, donc en Belgique, à cette époque-là, tu étais à Bruxelles. Voilà, tu as fait ça pendant quelques années, c'était un peu pour correspondre à ce que tes parents voulaient que tu fasses. Mes parents n'acceptaient que j'aille dans une école d'art qu'à condition que ça n'empiète pas sur mon avenir. Donc une formation en architecture d'extérieur me laissait libre cours d'être médecin ou n'importe quoi. D'accord. Après ces études d'architecture, tu t'es orienté vers la pub. C'était ce que j'avais toujours voulu faire, enfin j'ai cherché ce que je voulais faire et donc je voulais absolument un métier qui puisse me permettre au niveau humanitaire, environnemental, en étant éthique. Et je trouvais que se faire payer pour être psychiatre, ça avait un problème d'éthique pour moi. Donc je me suis dit, la publicité, ça permet de faire passer des grands messages aux gens et en 30 secondes de leur faire comprendre des grandes problématiques environnementales. Donc c'était pour la publicité environnementale et grandes causes que je suis rentrée dans la pub et que j'ai fait ces études. Donc ensuite, tu as commencé à bosser dans la pub, tu as une carrière assez foudroyante et tu as fait des campagnes pour plein de choses. Tu nous donnes quelques exemples de cette première vie que tu as eue dans la pub? En fait, j'ai commencé parce que je voulais être sûre que ce soient les bonnes études. Donc, j'ai commencé à me faire passer pour une journaliste pour être engagée dans les agences de pub avant même de commencer mes études. Parce que je voulais être sûre de ne pas me tromper. J'avais trop d'amis dont c'était le cas. Et donc, j'ai commencé à travailler pour McCann Erickson Belgique. J'aurais gagné un pitch alors que je n'avais pas encore commencé mes études de publicité pour le HCR au moment des massacres au Rwanda. J'ai signé mon premier film avant même de commencer mes études. Donc voilà, une carrière assez fulgurante dans la publicité, mais très vite, un grain de sable grippe la machine et tu décides de faire autre chose. Dans la poursuite de mon objectif, venant là pour les grandes causes, j'ai vu qu'il n'y a jamais de communication, ce qu'on appelle gratuite, donc pro bono, mais qu'il y a toujours quelqu'un qui la paye, et en général, ce sont les détracteurs de la cause qu'on défend. Et donc, après avoir travaillé sur différentes grandes causes pour la fondation Hulot à l'époque, ou Choya, contre l'alcoolisme et différentes choses comme ça m'a dérangée, et donc j'ai voulu monter une agence éthique en publicité qui était dématérialisée. Que pour ça, il me manquait des informations, on va dire, au niveau financier et marketing et stratégique, que j'ai fait un Executive MBA à l'ESSEC, spécialisé en marketing management. Vu que tu es quelqu'un d'assez perfectionniste, après tu as fait un autre constat, c'est-à-dire que plus tu parlais, plus tu commençais à embrasser différentes causes de défense des animaux, pour faire simple, tu as constaté qu'il te manquait encore autre chose et donc du coup, rebelote, tu as refait encore des études après ça.
D'abord, mon mémoire pour les SEC, je l'ai fait à travers 100 entretiens à travers le monde, puisqu'en France, on a un pays de suiveurs et pas en avance sur les autres. Donc, effectivement, je voulais montrer la métamorphose de notre société sur tous les plans environnementaux, animaux, etc. Donc, j'ai montré tout ce qui se passe à travers le monde, depuis la Chine aux États-Unis, jusque dans des pays d'Amérique du Sud. Et après ça, j'avais vu, parce que j'avais participé au G20 agricole, j'étais beaucoup sur l'agroécologie, l'agroforesterie, différentes problématiques environnementales, contre l'orpaillage illégal, etc. Je travaillais partout à travers le monde. Et donc, j'ai vu que dans ces grandes conférences internationales, quand on n'avait pas une estampille scientifique, aussi compétent qu'on soit, on n'avait pas le droit de citer. Donc, je me suis dit, bien que je n'ai aucune envie de reprendre des études, il faut que je passe un degré scientifique. Et je me suis d'abord demandé qu'est-ce que je voulais faire, parce que l'éthique, c'était ce que je voulais défendre, et l'humanitaire, c'était très large. Et donc, j'ai voulu effectivement partir de l'animal pour montrer qu'on a une réaction en chaîne et comment effectivement l'animal est la clé de voûte de beaucoup de problèmes qui nous arrivent. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis remis à me dire qu'est-ce que je voulais faire petite. Je voulais devenir Tarzan, et donc j'ai cherché une traduction de quoi pouvait correspondre le métier de Tarzan aujourd'hui au XXIe siècle. Et donc je me suis dit, a priori, éthologie, biologie du comportement. D'accord, donc beaucoup de diplômes. Donc toi, tu as commencé par l'archi, la pub, on a vu que tu as fait un MBA de commerce. Oui, marketing, stratégie, management, justement, sur tout ça. Et j'ai fait cette thèse, justement, au niveau international. Tu es diplômé d'un master en éthologie, c'est-à-dire le comportement en biologie des animaux. Puis voilà, donc ensuite tu as commencé à mener beaucoup de campagnes. Donc quand on a préparé l'émission, tu m'as dit que ça a commencé par le Kenya en 2001. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? En 2001, c'était dans le Masai Mara, c'était justement sur les guépards et toutes les problématiques effectivement de guépards qui avaient été réintroduits et les problématiques qui se posent par rapport à ces guépards-là, par rapport aux guépards sauvages, enfin purement sauvages qui n'ont pas été issus de braconniers et qu'on tente de réintroduire. Donc voilà, c'est sur la survie des guépards essentiellement. Parce que en gros, ça c'est quelque chose d'important qu'il faut que tu nous expliques. C'est-à-dire qu'effectivement, même si on en a envie, des fois c'est contre-productif de relâcher des animaux qui ont eu une vie de captivité dans leur milieu naturel, soit parce qu'ils meurent, soit parce qu'il y a d'autres problèmes. Alors, tous les animaux nés et élevés en captivité n'ont quasiment aucune chance de survie, et ce n'est même pas autorisé dans les 3/4 du temps, puisque c'est voué à l'échec. Les meilleurs taux de succès sont à peu près de 30% pour les grands carnivores, et quand on parle de ces taux de succès d'animaux qui viennent de la captivité, ce sont uniquement des fauves ou des carnivores, mais qui sont issus, dont les parents ont été tués par des braconniers, mais qui vivent dans leur milieu naturel, qui sont sensibles aux pathogènes, qui ont déjà eu un apprentissage de la mer, et donc selon différents aspects, dans ces cas-là, ils ont une chance de survie plus ou moins grande. Par exemple, dans le cadre des guépards, un guépardo qui aurait à 3 mois perdu sa mère, il y a peu de chances qu'on le réintroduise parce qu'il n'aura pas tous les apprentissages comportementaux d'évitement des ennemis, de ceux qui sont leurs ennemis. Parce que par exemple, les lions cherchent à les tuer. Ils n'auront pas les compétences pour savoir comment chasser et surtout quelle proie chasser. C'est ça qui est important. Et c'est comme ça qu'ils se font tuer. Quand on dit il suffit de les relâcher, non. Ils seront comme nos chats domestiques. Ils vont courir après un truc qui bouge, qui court. Mais le problème, c'est que le guépard mange de l'impala, pas de la girafe, ni du zèbre. C'est bien résumé. Ok, donc là je présente vite là où tu as bossé, ce qui t'a rendu connu dans le milieu de la protection animale. Donc tu as commencé au Kenya. Ensuite, en 2003, tu es allé dans les coins de Bornéo pour étudier l'impact des feux de forêt sur les orang-outans, les langurs ou langours, je ne sais pas comment on prononce, rouges. Comment tu dis toi? Les langurs rouges. Mais ça, c'était en 2015. En 2003... j'ai été à Bornéo côté Malaisie, c'était juste après la libération des otages de l'île de Jolo, afin justement, peu de personnes parlaient à l'époque des orang-outans, des feux de déforestation, et donc à l'époque, il n'y avait pas un blanc, personne ne parlait anglais, donc j'ai dû prendre un traducteur local et un chauffeur pour traverser toute la Malaisie, et pour essayer de retrouver la piste des orang-outans, et à l'époque le centre de Sepilok qui maintenant est plus connu, et qui à l'époque était complètement inconnu du grand public. Qu'est-ce que tu as voulu établir à Bornéo ? Je voulais voir l'état de la biodiversité là-bas, de la menace de l'huile de palme, de ce qu'il en était, de la déforestation. Mais à l'époque, tout ça, on n'en parlait pas. Et là-bas, déjà à l'époque, il restait 20 km² de forêt primaire. La taille d'un grand stade de foot, quoi. Un peu plus quand même. Un peu plus. Tu l'as dit, tu y es retourné après, donc je me suis emmêlé les crayons parce qu'effectivement, tu y es retourné en 2014. Donc là, c'était pour les langurs et pour les gibbons peut-être. Là, c'était différentes universités anglo-saxonnes qui demandaient effectivement à des gens qui avaient déjà travaillé s'ils voulaient bien venir passer plusieurs mois dans la jungle dans des conditions absolument horribles. Certains d'entre nous ont attrapé la typhoïde et tout, de façon à étudier l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité. Et c'était basé sur essentiellement les dernières populations d'orang-outans sauvages dans une forêt de tourbières,
les gibbons et les langues rouges, quand on parle de l'activité humaine, c'est-à-dire les feux de déforestation, quel impact sur ces animaux-là. Et moi, il y avait également les panthères nébuleuses, puisque je suis spécialisée dans les fauves, et les ours à collier. Dans les félins? Oui. Quand tu dis les fauves, Oui. ouais. Panthère nébuleuse, quel joli nom. Elle a des grandes taches, c'est ça, elle est magnifique cette panthère. Elle est un peu plus petite que les panthères normales. Elle est plus petite, elle est beaucoup moins agressive, puisqu'on est à pied dans ces forêts-là. Donc, on les entend. On les voit rarement, mais on les entend. D'accord. Il faudra qu'on en parle un jour dans Baleine sous gravillon. D'accord, donc ça c'était à Bornéo, mais tu nous as pas dit la conclusion. Donc vous êtes allé là-bas pour étudier l'impact. Donc la conclusion sèche, c'est quoi en 2 phrases? C'est une étude qui se mène sur plusieurs années. Donc on va chaque année pendant 4 mois, notamment pendant la saison sèche et la saison, c'est la fin de la saison humide de début juillet jusqu'à fin octobre, pour étudier justement, on suit les derniers orang-outans, donc les spécimens. On étudie notamment les impacts sur les nids des orang-outans pour voir justement si avec la déforestation, si avec les nouvelles plantations notamment d'huile de palme, si l'orang-outan parvient à se nourrir et ainsi que tout le reste de la faune. On essaye également de reforester des zones qui ont été déboisées. J'ai compris ce que vous faisiez, comment vous le faisiez, mais ce qui m'intéresse, c'est quelles en sont les conclusions? Les conclusions sont dramatiques, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu, j'étais en train de pleurer sous les arbres en voyant les orang-outans. Avec les feux de déforestation, on ne voyait pas à 5 mètres, ils ne pouvaient pas se nourrir. Ils mouraient de malnutrition et de faim sur les arbres, ne pouvant pas se déplacer. Les gibbons qui ont besoin de chanter pour se situer dans la jungle ou pour avertir leurs congénères et leurs familles, puisqu'ils sont monogames, ne pouvaient pas chanter, ils toussaient, etc., etc. Donc effectivement, toute la biodiversité n'est pas uniquement menacée par la déforestation, mais les feux font que ces animaux là, tout comme la population locale, est en train de tomber malade et est en train de crever. Ok, bon, ça pourrait faire l'objet d'une émission entière. Donc, je le disais tout à l'heure quand on préparait, tu as un CV XXL, donc je suis obligé de passer aux autres choses que tu allais faire dans le monde. Juste, l'autre chose qu'on fait aussi, c'est essayer de recréer la forêt primaire, notamment à la limite avec les zones déforestées. Et là, on essaie de replanter, justement, on fait beaucoup de cultures. Et on voit effectivement la difficulté de recréer ces forêts primaires, outre le fait qu'il leur faut des centaines d'années pour pousser. Mais effectivement, sur toutes les plantes qu'on replante de la forêt primaire, environ 70% ne survivent pas. Et on fait des évaluations sur plusieurs années. Oui. Bon voilà, donc ça en gros c'est ce que tu faisais à Bornéo. Tu es aussi allé au Brésil dans le district d'Espírito Santo pour là répertorier les jaguars et les tapirs et ainsi que les loutres néotropicales. Alors les loutres néotropicales, c'est dans l'état de Santa Catarina, qui est à la frontière avec l'Argentine, dans une réserve de l'UNESCO UICN, où là j'ai fait mon mémoire sur les loutres néotropicales, donc Lontra longicodis, parce que c'est une espèce extrêmement menacée qui n'a rien à voir avec le comportement de la loutre géante et qui était méconnue. Donc on m'a appelé justement parce que j'avais cette connaissance sur les guépards, puisqu'ils supposaient qu'il y avait une proximité comportementale entre les deux. Et donc effectivement, ils m'ont appelé de façon à faire ce qu'on appelle l'éthogramme, notamment trouver en quoi ils étaient, quel était leur comportement, si elles étaient crépusculaires, c'est-à-dire est-ce qu'elles vivent au crépuscule, est-ce qu'elles sont diurnes, est-ce qu'elles sont nocturnes, comment elles vivent, comment elles se reproduisent. Et là, il s'agissait d'orphelins, donc de conflits hommes-animaux. Il ne restait que des orphelins et le but, c'est de les réintroduire. Et ils se blessaient dans les enclos qui étaient là, et donc de savoir comment on pouvait éviter qu'ils se blessent et s'estropient et tout. Ce que j'ai réussi à faire en 3 semaines. Après, j'ai été appelée... En quoi faisant ? En analysant, comme j'étais toute seule dans la jungle, ce qui n'était pas prévu. Je n'avais pas appris que j'allais être abandonnée seule dans la jungle avec un talkie-walkie sans pile qui ne marchait pas. Donc j'étais terrifiée, donc comme je ne dormais pas tellement j'avais peur. Ça me permettait de les étudier jour et nuit, puisqu'elles étaient méconnues, et de voir effectivement quand les gens arrivaient le matin, où se situait le problème, quand est-ce qu'elles commençaient à adopter des comportements stéréotypiques, ou à faire, effectivement, elles s'étranglaient la tête dans les grillages, elles tombaient, elles se cassaient le col du fémur, voilà. Et voir qu'est-ce qui provoquait ça, et essayer de supputer que pourrions-nous faire pour résoudre ça, sans argent, sans moyens, et en plein milieu de la jungle. Voilà. Mais alors, tu me racontes toujours comment, mais les conclusions, qu'est-ce que tu as fait ? Conclusion, je me suis dit, ce qu'il faudrait faire, c'est changer la problématique du nourrissage qui induisait énormément de stress. J'avais vu que c'était tout ce qui était lié à l'homme et tous les bruits liés à l'homme étaient générateurs de stress, donc il fallait couper ça, et notamment avec les procédures de nourrissage. Et donc je me suis dit, ok, on est au milieu de la jungle, il n'y a rien du tout. Donc j'ai demandé où était le premier village, à plusieurs kilomètres en sortant de la jungle. On m'a indiqué, je ne parlais pas portugais, j'étais avec mon petit dictionnaire, et je me suis dit, il faudrait que je trouve des grandes gouttières en plastique d'eau de pluie pour essayer de faire ce qu'on a appelé un fish pipe. D'ailleurs, on a fait un film là-dessus, pour cacher la nutrition de ces loutres avec des poissons vivants ou morts qu'on leur donne, mais effectivement que ce ne soit plus lié à l'humain, et qu'au moment où on donne ça, on fasse notamment, j'ai dit, vous sifflez, comme ça, c'est pas un problème lié à un sifflet spécifique, vous sifflez au moment où vous donnez ça, de façon à ce qu'elle sache que s'il n'y a pas de sifflet,
il n'y aura pas de nourriture. Et donc, on a éteint les comportements en 3 semaines. Et elles ont commencé à se reproduire, ce qu'ils n'avaient pas obtenu depuis 2 ans. D'accord. Et on a des bébés aujourd'hui. Alors là, tu viens de me parler des loutres néotropicales. D'accord, on a compris quel était le problème et comment tu l'as solutionné. Quid des jaguars et des tapirs? C'était ailleurs, ça. Ça, c'était ailleurs, c'était dans l'état d'Espírito Santo et dans le Pantanal. Et donc, on fait une étude toujours sur les mêmes trails, donc sur les mêmes sentiers, en plein milieu. Une année, c'est dans la forêt transatlantique et une autre année, c'est dans le Pantanal. Et on fait toujours ça aux mêmes endroits de façon à pouvoir voir l'évolution de la biodiversité. C'est-à-dire que le problème de ces réserves-là, c'est qu'on a des autoroutes qui traversent ça. Et donc, pour lutter contre, effectivement, les promoteurs qui veulent toujours augmenter les choses, là, l'idée, c'était qu'ils voulaient faire d'une autoroute 2 bandes, d'une autoroute 4 bandes, alors que les animaux se font écraser, jaguars, pumas, tapirs, etc. C'était de leur montrer l'impact, on doit démontrer l'impact négatif que ça a. Donc c'est pour ça qu'on fait ces études, une année forêt transatlantique, une année Pantanal. Et donc on étudie pourquoi le jaguar et pourquoi le tapir, parce que ce sont 2 espèces qu'on appelle des espèces ombrelles, c'est-à-dire que de leur survie dépend la survie d'une multitude d'espèces. S'ils disparaissent, c'est toute une chaîne d'espèces, plantes comme animaux qui disparaissent. Par exemple, on appelle le tapir le jardinier de la forêt. Il est le seul qui, en mangeant certaines plantes, par sa digestion et par ses excréments, parvient à ce que ces plantes disséminent les graines. Disséminent les graines et au maintien de la forêt transatlantique. Donc on peut se dire que s'il disparaît, la forêt transatlantique disparaîtra. C'est ce qu'on appelle une espèce clé de voûte. Tout à fait. D'accord, donc ça c'était pour le Brésil. Tu es ensuite allé au Malawi pour t'occuper de cervales et de lions et de charbon vert. Alors là, il me faut une petite explication. Le charbon vert, je m'en occupe depuis plusieurs années. Ça fait partie de ma thèse avec l'ESSEC, agroforesterie, agroécologie. Mais c'était surtout un centre de faune sauvage. Attends, excuse-moi, c'est quoi le charbon vert ? Alors le charbon vert, ce sont des déchets végétaux inutilisés par l'agriculture qu'on voit souvent brûler le long des routes en Afrique ou dans d'autres pays, type parches de café, balles de riz, les déchets de canne à sucre, etc., dont on ne fait rien à part les faire brûler, ce qui augmente les gaz à effet de serre. Et en fait, par un principe de combustion particulière, pour faire simple, on parvient effectivement à réduire ça en une poudre noire. On a plus de 20 000 ans de recul, puisque ça vient des Amérindiens. On appelle ça la terra preta. Et donc, mélangé à la terre, ça rend n'importe quel sol stérile, fertile, mais ça permet également de dépolluer les sols. Et ça permet également, compacté sous forme de briquettes, de faire des briquettes pour la cuisson ou pour le chauffage. D'accord, donc tu as été porter cette bonne parole-là au Malawi en 2012. Et quid des cervales et des lions ? Le Malawi, c'était parce que je travaillais dans un centre, j'ai travaillé partout dans le monde sur le charbon vert et l'agroforesterie et tout. Le Malawi, c'était spécifiquement parce que c'était un centre de faune sauvage qui m'appelait, parce qu'il y avait eu une saisie d'un lion issu d'un cirque ici en France, et il était transféré dans ce centre-là au Malawi, et on m'avait demandé de faire le passage avec la lionne, puisqu'on n'introduit pas un lion avec une autre lionne comme ça. Ce lion-là avait été enfermé dans une remorque de camion pendant 8 ans. Il n'avait jamais vu de congénère, donc on ne sait pas comment il peut réagir. D'un simple coup de patte, il peut tuer la lionne. Et la lionne, elle, avait eu un glaucome à un œil, et l'autre, on avait dû l'énucléer de l'autre œil. Et elle, même chose, elle avait des handicaps et tout, ce qui veut dire que donc, quand un animal se sent handicapé, il peut être plus agressif. Effectivement, l'idée, c'est on ne les met pas comme ça ensemble, outre les protocoles sanitaires. Il faut effectivement voir s'ils sont compatibles sur le plan comportemental. Donc, ça a pris plusieurs mois. Donc, je les ai introduits l'un avec l'autre pour voir, comme entre guillemets, parle le fauve. Et effectivement, ils étaient tous effrayés quand ils voyaient des choses. Je dis non, c'est normal, ils se présentent. Ça peut être assez impressionnant, les coups de patte ou les grognements, mais quand on impressionne, je leur traduisais les comportements des uns et des autres. Et aujourd'hui, ils vivent le grand amour. Et si ce n'est que ce centre, puisque j'enquête également les doubles fonds de ce genre de centre a euthanasié les deux, et ça me pose beaucoup de questions. D'accord. Les cervales, vite fait ? Alors, les cervales sont une des espèces extrêmement prisées en Afrique pour leur fourrure par les braconniers. Donc là, dans ce centre, je m'occupais de cervales également qui allaient être réintroduits. Même chose, comme toujours, des orphelins dont les parents ont été tués. Et donc, je devais faire des protocoles, outre m'en occuper, mais évaluer leur potentiel de réintroductibilité. Je leur ai dit, ma conclusion était très négative. Je dis, dans la semaine qui va suivre leur réintroduction, si vous les libérez, ils vont se faire tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que tout simplement, dès qu'ils entendaient un humain arriver, parce que les protocoles n'avaient pas été bien faits dans ce centre, ils arrivaient en ronronnant et en courant vers les humains. Donc voilà, et la zone où ils étaient libérés était pourrie de braconniers. Donc au niveau des protocoles de réintroduction, on ne réintroduit jamais un animal dans un endroit où la menace n'est pas éteinte. Si l'endroit qui a amené au braconnage ou à la disparition des animaux est toujours sous la menace, on ne va pas réintroduire des animaux dans cette zone-là tant que la menace n'est pas éteinte. Donc on va choisir un autre endroit où on va éteindre la menace.
Très bien, chère Julie. Bon voilà, là on vient de finir l'introduction de ta longue carrière. Merci Julie d'être passée. Prends soin de toi. À bientôt. Salut. Un grand merci à toi, Marc, et un grand merci à ton intérêt envers ces causes. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?